Salut les filles, bienvenue sur ce deuxième épisode du podcast Les Trois Brunes en Vie. Aujourd'hui, on a envie de parler de l'image de la femme forte, de pourquoi elle n'ose pas demander de l'aide, euh, et pourquoi dans ce processus de vouloir être forte, on s'épuise dans la quête d'autonomie, de vouloir tout gérer. Et qu'est-ce qui nous empêche de demander cette aide-là? On va aller tout décortiquer ensemble, toutes les trois. Et avant de commencer, j'aimerais bien te parler à toi qui nous écoute pour que ce podcast soit le plus utile pour ta propre réflexion. C'est où, quand, quoi, t'as abandonné, t'as pas écouté? Quand est-ce que t'arrives pas à demander de l'aide? Où est-ce que tu vois les zones d'ombre où toi-même tu cherches à tout faire toute seule? Comme ça, tu peux mettre en pause, réfléchir un peu et puis on va avancer sur le sujet tout ensemble. Qui a envie de commencer, les filles? Bonjour à toutes les deux. Hello. Bonjour Super Elisabeth. sujet, Bonjour Eliette. sujet qui colle à la peau, sujet qui me concerne et vous concerne et concerne beaucoup de femmes. Et, euh, et déjà, juste pour ça, moi, ce qui me vient là tout de suite, c'est le commencement de ce que je ressens. Et dans le commencement de ce que je ressens, c'est à quel moment, depuis toute petite, je me sentais seule au monde. Et j'avais souvent cette phrase-là de je me sens seule au monde, mais j'arrivais pas à comprendre le seul au monde, qu'est-ce que ça veut dire. Mais d'être pourtant entourée, parce qu'en plus je suis issue d'une famille nombreuse. Donc comment, étant issue d'une famille nombreuse, je peux me sentir seule au monde alors que je suis entourée? C'est ça déjà la question que je me posais. Et ça peut être soit au niveau de la famille ou même soit au niveau du couple. Et il y a une période aussi que j'ai traversée où je me disais, c'est quand même le pire de savoir que tu es en couple et bien que tu sois en couple, tu te sens seul au monde. C'est quand même extraordinaire ça. Alors que normalement, le couple, ça devrait, moi, dans mon image, être une union. Et ce côté seul au monde énergétiquement venait encore me titiller en me disant, mais c'est quand même incroyable de se sentir seul au monde. Donc pour moi, en fait, le démarrage de je dois être une femme forte, je dois me débrouiller toute seule, je dois y arriver, je dois me battre, etc., ça part pour moi de là, de cette sensation d'être seule au monde. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je trouve que tu as ouvert plein de portes, Elisabeth. Il y a plein de choses qui Trop. remontent et de l'enfance, ouais. Et c'est marrant, tout à l'heure, j'en parlais. Le fait, une fois, j'étais dans la cour de récréation, je devais avoir peut-être 6 ans, je devais être en CP. Et je regarde autour de moi et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je me sentais vraiment seule au monde, pas comprise, etc., etc. Et, euh, et, 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 et même même avec la fratrie, hein, les sœurs, les parents, euh, je sais pas, je savais que je devais faire quelque chose, mais j'étais pas dans l'être, j'étais plutôt dans le faire, et je faisais peut-être pour exister, mais c'était pas aligné avec moi. Et dans le couple aussi, c'est vraiment, bah, je me suis épuisée à la tâche, hein. Je me suis épuisée à faire. Et déjà, j'ai créé mon entreprise, donc j'ai été 20 ans dedans. Il y avait les enfants, il y avait la maison, il y avait les extérieurs. Enfin, c'était épuisant, épuisant et ouais, incomprise, incomprise. Mais je sais pas si ça vous parle, si Ouais, mais en fait, j'ai envie de faire du pouce sur, tu vois, ce sentiment de solitude qu'on ressent toutes. C'est vraiment juste un sentiment et c'est une solitude qui est invisible puisqu'on est très entouré en vrai. Et que on est sur une perception de solitude
mais parce elle a forcément un socle. On n'est pas juste venu là pour faire du ouin-ouin tous en se disant oui, je suis toute seule. C'est au-delà de ça. C'est dans quel environnement tu as grandi pour avoir cette perception-là. Moi, je sais que ma maman est très émotionnellement immature et que j'avais pas cette perception d'avoir un être solide en face de moi. Donc, quand t'as pas du répondant ou une connexion vraiment de confiance, d'aide, de base, tu vois, on est un Mhm. peu dans un truc de, ah ok, je dois mériter une place parce qu'elle n'est pas due. Je dois faire attention à être acceptée dans cet environnement-là parce que tu le ressens que c'est fragile. Dans notre perception, on pourrait finir à la poubelle si jamais on dérangeait, tu vois. Il y a un truc de... Il fallait absolument convenir pour être accepté et ça passe par pas faire de bruit, pas déranger, être celle que le parent attend. Et tout ça, ben, ça conditionne, quoi. Et même si on est sur des choses de perception, moi, j'ai commencé à raconter une histoire qui m'est arrivée enfant et qui en tout cas m'a prouvé à quel point j'avais raison de ne pas faire confiance à maman et qu'il fallait que je me démerde toute seule. J'étais donc en CE2, 8 ans. Je venais de déménager. Donc c'est un endroit que je ne connaissais pas, une nouvelle maison, un nouvel environnement. Et comme on restait dans le même périmètre, je gardais la même école. Et du coup, l'école a décidé de mettre en place un service de bus pour les nouveaux arrivants de ces nouveaux lotissements. Et du coup, j'étais la première et seule à bénéficier au début de ce service-là. Et du coup, ma maman m'amène au bus, je vais à l'école et je sais que je suis pas sereine pendant toute la journée où je sais que je vais devoir reprendre le bus pour rentrer à la maison. Et du coup, arrive la fin du cours, je demande à la maîtresse si c'est bien ce bus-là, je demande au chauffeur si c'est bien ce bus-là, je demande au chauffeur de m'assurer que c'est bien l'arrêt dans lequel je dois descendre. Du coup, il m'amène, il me dit c'est là, je fais vous êtes sûr? Il me dit oui, je descends. Et là, il y a personne qui m'attend. Personne. Mais personne. Genre, il n'y a même pas une personne que je pouvais croiser dans le truc. C'était vraiment un nouveau lotissement. Il était tellement en construction qu'il y avait des tas de sable un peu partout. C'était de la construction pure. J'attends, 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 et puis j'attends. Et du haut de mes petits 8 ans, je me dis, je pense que je vais devoir rentrer toute seule. Et du coup, je me mets en marche, en me rappelant vaguement que il y avait des arbres sur le côté droit, qu'il y avait un truc du côté gauche, donc j'avance. Et puis, je me prends des bouffées d'angoisse en me disant, je suis pas sûre que ce soit là. Du coup, je fais demi-tour et en faisant demi-tour, je fais, ah si, ça, je l'avais bien vu. Donc, du coup, je retourne et je retourne. Et du coup, sur un périple qui me semble une éternité, mais qui devait pas être si long, hein, mais dans ma perception et mon souvenir, ça prend des plombes. J'arrive à reconnaître la maison. Je rentre parce que il y avait pas de serrure à l'époque. Enfin, c'était une autre époque. On fermait pas. Je rentre à la maison, du coup je monte l'étage. Ma mère me voit, elle me fait, qu'est-ce que tu fous là? Je fais, bah, maman, j'ai fini l'école et tu devais me chercher à l'arrêt. Et elle me fait un truc du genre, fais chier, de toute façon c'est toujours comme ça, genre je l'ai embêté dans ses tâches. Et ce genre d'événement, qui n'a pas été le seul, mais je sais que c'est constitutif de, je dois me démerder toute seule. Je sais que je ne peux faire confiance à personne et que au lieu d'être félicitée dans le j'ai 8 ans, je viens de faire un périple de dingue et de me dire waouh, bravo, t'as trouvé le chemin, félicitations, trop smart. Je m'étais juste fait engueuler quoi.
Je m'étais juste fait engueuler parce que j'avais pris une décision pour rentrer safe moi-même. Donc ça fait partie, tu vois, de ce genre de conditionnement dans la vie qui font que, bah ouais, en vrai, moi, à plusieurs reprises dans ma vie, on m'a bien montré que je devais me démerder toute seule. Et c'est quelque chose que j'ai gardé longtemps. Vous avez des exemples comme ça? Pas forcément les mêmes, mais... Ouais, ça me parle par rapport à ce sentiment dans l'histoire que tu viens de partager, ce sentiment d'être en insécurité. C'est ça. Et donc, cette volonté de comment je vais me créer ma sécurité absolument. Donc, vu que tu n'as aucune sécurité autour de toi, pour donner mon exemple, lorsque j'étais petite aussi, c'est que c'était un peu, c'était du chaos dans la maison, c'était de la violence, surtout du côté de mon papa, mais bon, j'ai remarqué qu'en fait, c'était un jeu entre ma mère et mon père, mais je me sentais toujours en insécurité. Et comme je sentais cette insécurité qui, normalement, tes parents sont là pour te protéger, ben, je voyais qu'ils n'étaient pas là pour me protéger parce qu'ils avaient déjà plein de choses, eux, à gérer, plein de problématiques à gérer. Donc, du coup, c'était, ben, je me concentre sur mes problématiques à gérer pour, bien sûr, assurer le bien-être des enfants, mais eux, c'était leur façon de faire. Mais moi, je n'étais pas dans ce bien-être du tout, puisque c'est pour moi ce que j'observais, parce que j'étais à la fois là et pas là, mais c'est comme si j'étais ici, plantée dans cette famille, et que j'observais tout ce qui se passait dans cette Mm. famille. Et lorsque j'observais, je voyais toute cette colère et toute cette insécurité. Donc moi, je me disais, ah ben la vie, ce qui était marrant en plus, je pense que, je ne sais pas si vous allez vous reconnaître en ça, mais quand tu vis petit une situation familiale, tu crois que tout le monde vit ça. Enfin, tout le monde ne Bien vit sûr. pas forcément la situation, mais tout le monde vit cet état d'être. Et moi, pendant longtemps, j'ai cru que toutes les familles étaient en insécurité et que c'était comme ça la vie et qu'on ne pouvait pas faire autrement que d'être dans cette insécurité, cette violence, ce... Je pensais que tout le monde était comme ça. Ça a commencé à sortir de ma tête. Enfin, j'ai commencé à découvrir ça quand, ado, je commençais à aller chez les copines, chez les copains, où je disais, waouh, c'est safe là chez eux. C'est bizarre, c'est pas comme chez moi. C'est Et bizarre. là, je commençais à connecter, à me dire, tiens, à l'extérieur, il y a de la sécurité que moi, je n'ai pas Mm. chez moi. Et pourquoi je voulais raconter ça, c'était surtout dans ce sentiment d'insécurité qui m'a poussée à me dire, à prendre des actions de ben, comment je fais pour me mettre en sécurité, comment j'actionne les choses, comment je me protège. Et du coup, je mets une première couche, je mets une deuxième couche, je mets une troisième couche, jusqu'à ce que les couches, elles sont tellement énormes que ça t'étouffe, quoi. Et donc, j'allais chercher toujours des gens. Enfin, c'est pas que j'allais chercher, c'est que j'observais, c'est comme si j'allais scanner les personnes qui, tiens, elle, ok, elle peut me sécuriser. Elle, je sais qu'elle peut pas me sécuriser. Elle, et donc dans cette fratrie-là, j'avais trouvé une personne, une de mes sœurs, qui pour moi, c'était comme si c'était ma maman, quoi, à l'époque. Mm. Parce que je voyais cette sécurité, elle était sûre d'elle, elle, quand elle voulait quelque chose, elle le faisait, elle nous protégeait s'il fallait gueuler sur un truc, elle gueulait. Donc du coup, je me disais, ah, j'ai trouvé quelqu'un qui me sécurise. Donc, du coup, j'avais fait le transfert de la mère vers elle. Je me le suis expliqué après, mais au départ, je ne comprenais pas ce que j'étais en train de faire. Mm. Et, euh, et c'est ça, je pense, où les femmes qui vont nous regarder, qui sont dans cette force de devoir être toujours plus fortes, devoir se sécuriser, etc., ont pu, dans leur manière de vivre leur vie, se sentir en insécurité aussi. Mm. Ouais. Et c'est quand tu Et d'avoir crois, trouvé une personne ressource. voilà, C'est ça aussi, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est ça, c'est que malgré le chaos, ouais, dans nos vies, on arrive quand même à avoir des personnes ressources sur lesquelles c'est s'appuyer. ça, exactement. Et dans nos vies, quand on est, ça me rappelle aussi, ça me fait penser à, t'es devant la mort, tu peux pas faire autrement, tu te dis, waouh, je vais mourir là. Donc, tu déploies une telle force
que tu dis je vais tout faire pour ne pas mourir. Donc, dans ce truc de je vais tout faire pour ne pas mourir, tu trouves des ressources inimaginables que tu n'aurais pas pu trouver autrement que de sortir de ta zone de confort au moment où tu crois que tu vas mourir. Donc, tu mets tous les trucs toutes les stratégies en place pour ne pas mourir. J'aurais, si je peux rajouter quelque chose, ce qui m'est venu là, c'est la femme forte, c'est aussi la quête d'amour. Enfin, moi, personnellement, ça a été ça. C'était, je cherchais cet amour partout autour de moi, auprès des parents qui bossaient, on va dire, H24 dans une exploitation agricole. Donc, ils n'avaient pas le temps. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Il fallait faire, 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 faire. Et à un moment donné, c'est OK. Donc, bah, voilà, j'étais obligée de revenir à moi. Et cet amour-là, j'avais besoin, j'allais le chercher chez ma petite sœur. Et en même temps, bon, la vie a fait que, voilà, on a fait nos vies. Donc, il y avait il y a ce truc qui s'est forgé en moi. Je ne sais pas si c'était une carapace, c'est certainement une carapace qui disait, OK, on me rejette. Voilà, j'ai mis ce truc pour pas souffrir cette carapace et de femme forte et aussi qui a voulu prouver dans son couple, voilà, je suis capable je peux faire ceci, je peux faire cela. J'étais un peu à la merci et en dépendance affective de cette quête d'amour de l'extérieur. Et ouais, enfin, moi, c'est comme ça que je vois la femme forte épuisée. Je reviens bien sur ça. Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Euh, il y a déjà comment on a perpétué cette insécurité qu'on vivait et du coup ce besoin de force qui, chez moi en tout cas, est très corrélé à un besoin de contrôle, mais chez nos partenaires, d'avoir aussi moi, je sais que mon mari, c'est quelqu'un d'émotionnellement pas là, pas disponible, mais parce que en fait, on va aller chercher quelque chose de connu qu'on maîtrise. Tu vois, pour moi, c'était tellement du connu à la maison, ça se passait comme ça. C'était de toute façon émotionnellement parlant, parce que c'est vraiment ça. Tu vois, je fais vraiment une distinction entre parce que j'ai aucun doute que mes parents m'aimaient fort et tout ça. C'est que ce soit posé, d'accord? C'est pas du tout là-dedans où on est en train d'aller chercher des graines de pourquoi on est devenu aussi forte, hein. Et c'est pour ça que quand je te dis il y a plusieurs choses, c'est le besoin d'amour, en fait, il est quand tu te construis, il est indispensable. C'est si tu ne ressens pas d'amour, tu ressens pas de sécurité, et du coup, si t'es pas en sécurité, tu peux mourir. Ce dont Elisabeth nous parlait juste à l'instant. Donc, on est obligé de se faire aimer par nos parents et nos figures d'attachement, parce que si on se fait aimer, du coup, il y a une sécurité ils vont subvenir à nos besoins, en tout cas les essentiels. Donc donc c'est normal qu'on cherche tous à se modeler, à faire en sorte que on soit le plus aimable possible. Et en même temps, on est juste sur cette indisponibilité émotionnelle parce que physiquement, ils étaient là, tu vois. Peut-être pas pour toi parce qu'ils travaillaient beaucoup, mais moi je sais qu'ils étaient là, qu'il y avait une présence, qu'il y avait même des discussions. Mais les discussions que moi j'avais avec eux étaient très superficielles, n'allaient pas dans l'expérience et la compréhension des tempêtes émotionnelles que tu pouvais vivre, de ce qui se jouait en toi, de tout ce langage-là de l'émotionnel, ça n'existait pas. Et du coup, c'est principalement ça qui, moi, m'a isolée en me disant, il y a personne qui comprend ce que je suis en train de vivre.
Et la compréhension de ce que tu es en train de vivre, c'est vraiment ça qui, en fait, qui isole et qui fait la distance. Et en même temps, cette distance, je sais que je l'ai entretenue parce que j'ai pas choisi un homme au hasard. J'ai choisi un homme qui était dans la sécurité, dans la survie, avec lequel je savais que j'allais manquer de rien, mais qui émotionnellement, il n'est pas câblé. Et en même temps, il y a aussi un côté rassurant à ça, en disant, bon, ben, Ouais. au moins lui, il va me laisser gérer toute seule, il va me laisser faire comme j'ai envie, comme j'ai besoin, parce que de toute façon, j'ai besoin de personne, de toute façon, personne ne me comprend, et que de toute façon, ce sera de toute façon mieux fait si c'est moi qui me démerde. Donc c'est un vrai jeu mais à observer, à se dire on n'a pas choisi quelqu'un de toxique qui voulait nous faire du mal. Non, on a choisi quelqu'un qui, qui avait le goût, l'odeur de ce qu'on connaissait et donc du coup du connu. Et ça a malgré tout un côté rassurant tant qu'on n'a pas fait le taf d'aller chercher pourquoi on a choisi ce genre de personne. Mais de base, ça part de il est confortable. On voit que ça ne l'est pas. Mais tu vois, c'est le costume, je le connais, il est à ma Je taille. connais, ouais. Tu vois, ça va, je respire. Et puis petit à petit, bah, plus on grandit, plus on a des besoins émotionnels qui s'affirment, plus on sait qui on est, plus on sait ce qu'on a vraiment besoin. Une fois qu'on a les enfants, alors là, c'est le pompon sur la Garonne parce que bah, c'est moi qui dois tout faire là aussi. Bah ouais, mais en même temps, c'est ce que tu as acheté, donc il ne faut pas s'étonner. Et puis de plus en plus, ça crée le fossé de moi, je grandis, j'évolue. Je vois que j'ai pas grandi sur un terreau qui était supposé être le mieux pour moi. Et donc, du coup, bah, ça crée cette distance parce que en face, il comprend pas. Il a toujours été comme ça. Il voit pas pourquoi il y aurait un problème à continuer à être comme ça. Donc, tu vois, il y a plusieurs sujets que tu amènes en même temps et qui sont tous hyper intéressants. Oui, oui, j'aimerais bien revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Eliette. Je vais juste laisser passer le... Ok. Les urgences. Et j'aimerais bien revenir sur ton histoire de je suis là, j'attends, personne ne vient. Et ça m'a fortement fait penser à nos chemins de vie, en fait. C'était là, t'attends. Parce que quand tu fais le résumé de ce que tu viens de raconter, sur cette histoire-là de quand tu avais 8 ans, t'attends. Et après, t'avances, tu sais pas trop où tu vas, mais tu testes, tu dis, ah, ça je connais pas. Donc j'y vais pas. Ouais. Et ça m'a vraiment fait penser au chemin de vie de chacune de nous et chacun de Mm. nous où on avance. Là, aujourd'hui, on fait des podcasts, on accompagne des femmes et en même temps, même si on aiguise de plus en plus on sait où on va, mais on sait jamais vraiment où est-ce que l'on va véritablement. Et, euh, et c'est ça que je voulais souligner sur ton histoire. Ça rappelle aussi nos histoires de vie de chacune. Mm. Et je voulais aussi en revenir à euh, la femme forte les femmes fortes que nous sommes toutes et que je suis. Ça vient me chercher dans surtout ne sois pas vulnérable. Parce que soit je choisis, je suis forte, soit choisis d'être vulnérable. Parce que lorsque j'étais petite, on m'a montré, enfin j'ai cru comprendre Mm. que quand je montrais ma vulnérabilité, bah, c'était un défaut et que j'allais me faire bouffer. Et si j'allais me faire bouffer par le lion, c'est que j'étais en insécurité. Donc, j'ai choisi pendant moult années d'être très très forte et de ne pas montrer ma vulnérabilité, alors que ma vulnérabilité, c'est qui je suis aussi et c'est à l'intérieur de moi. Mais cette force, elle englobe la vulnérabilité. Et maintenant que je casse ça et que je laisse montrer ma vulnérabilité, j'ai compris qu'en fait, la vulnérabilité, c'était
non pas une force, mais une puissance. Mm. Mm. Et la nuance, elle est importante. Ouais. T'arriverais à expliquer ce que pour toi, c'est la différence entre la force et la puissance? Pour moi, la force, c'est vraiment quelque chose, tu es là en force, donc c'est ce que dit la force, c'est que tu es en combat. C'est je vais y Mm. arriver quand même. C'est dur, mais j'y vais quand même. Ou moi, le rapprochement que je fais, l'image que je donne, c'est le sport, par exemple. Moi, je suis pas, j'aime pas forcer. J'ai compris, alors que j'adorais faire du sport quand j'étais plus jeune, ou faire de la danse, etc. Mais j'ai compris que la force de faire du sport pour faire du sport, ça ne me convient pas du tout parce que ça me fait mal au corps. Et j'ai pas Mm. envie de me faire mal au corps. Même si on te Mm. dit, il faut que tu te dépasses, il faut, etc. Il faut. Mais moi, dans ma conception de la force, c'est tu vas contre toi. Alors que la Mm. puissance, ça peut être une toute petite étincelle que tu as à l'intérieur de toi, mais cette puissance-là, tu n'as pas besoin de te forcer pour l'avoir. Tu as juste à être toi-même. Et si toi-même, c'est être vulnérable, ben, ma puissance, elle est là. En fait, en quelque sorte, la puissance, elle est là, tu n'as rien à faire. Tu es puissante. Et tu n'as Sou- pas à sou- forcer. Souvent, le travail qu'on fait avec nos clientes, elle est vraiment là. C'est dans le souviens-toi à quel point tu es puissante. Et souviens-toi que c'est facile. Tu vois, il y a un truc de... C'est fluide, c'est qui tu es de toute façon. Donc, il y a un vrai truc de retrouve ça, en fait. C'est... Ouais, on est toutes puissantes. Mm. Oui. Effectivement, la force, on est sur de la lutte, sur du combat, sur du contrôle, sur obtenir ce qu'on croit être meilleur pour nous. Et on sait très bien que ce qu'on croit être meilleur pour nous vient de toutes nos conditions et donc forcément pas top. Et qu'il faut juste revenir à quel point c'est simple, à quel point oser dire sa vérité, c'est de la puissance. Et que quand on parle vrai, il y a rien qui peut nous arrêter. Tu veux intervenir, Patricia? Je te vois. Ouais, ouais, depuis tout à l'heure, j'ai quelque chose en tête. Euh, donc, je suis la deuxième de la fratrie. Donc, on est trois sœurs. Et je pense que les parents attendaient d'avoir un garçon. Donc, de peau. Et oui, une fille. Et évidemment, j'ai senti que je devais incarner un garçon manqué. De ce fait, bah voilà, fallait incarner la force, le masculin, le faire. Et ça m'a poursuivi très très longtemps. Même, je jouais beaucoup aussi avec les garçons. Je pense qu'il y avait un truc avec ça. C'était le truc qui disait, je pense, comme ça, je vais être acceptée et par les amis, les copains et par les parents, puisqu'ils voulaient un garçon. Et donc j'ai beaucoup de mal à me féminiser. C'est très 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 compliqué. Et puis jusqu'au jour où je me suis dit, oui, parce qu'il y avait aussi le truc qui disait, ouais, mais si je les déçois, il y avait de la faiblesse derrière ça et je voulais pas, ouais, je voulais pas être vulnérable. Donc il y avait vraiment ce côté très, beaucoup d'ego qui restait sur sa position et qui pensait que voilà, être un garçon, faut assumer. Mais c'était pas, ça ne me convenait pas du tout. Mais bon, voilà, j'ai forcé, forcé, forcé. Et oui, c'est ça c'est pour en venir aux blessures. Je pense que il y avait encore cette blessure d'être rejeté, de pas être aimé, qui m'a poursuivi extrêmement longtemps. Donc voilà, de s'adapter, euh, être conforme à son entourage. Et ouais, ça a été on va dire que je commence maintenant, je dirais depuis quelques années, c'est plus facile, mais il y a un déconditionnement, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et je reprends ma place de femme, ma place. Oui, j'incarne, je pense pleinement. Enfin, en tout cas, j'y vais, je tends vers ça, vers cette destination.
Et voilà, c'est restez connectés à votre cœur, s'il vous plaît, mesdames. On revient à ce truc primaire de si je suis pas aimée, je sors du clan. Si je sors du clan, je meurs. Donc on revient toujours sur cette petite graine Hmm. qui est nos points communs à tous en tant qu'humains. Et si tu, si tu pousses la réflexion, Patricia, ça m'intéresse de voir parce que là, tout le monde peut voir à quel point tu es féminine. C'est quel a été le switch pour toi de passer de je me conforme à être le gars à, tu vois, endosser pleinement ce costume de femme que tu représentes bien? Très bonne question. Alors, je ne sais pas comment je suis arrivée dans l'école d'esthétique. Je ne sais pas comment je suis arrivée dans l'esthétique. Il y a un peu plus de, bientôt 30 ans. Voilà, je pars aux études, faire de l'esthétique. Et là, j'ai vu qu'il y avait que des femmes autour de moi. Donc avant, je faisais de la... Je suis pareil, hein, j'ai fait aussi des études de confection, vêtements sur mesure et accessoires. Donc, il y avait que des femmes aussi. Et je me suis dit, mais à chaque fois, je suis entourée que de femmes. Donc, j'ai été obligée de me féminiser, d'avoir, voilà, de se maquiller un petit peu plus, d'être un peu plus coquette. Mais n'empêche que, on avait toutes un côté très yang, très, je m'impose, je me montre, je dois être, ouais, je dois incarner cette force, parce qu'on ne sait jamais. Et c'est vrai que l'esthétique m'a appris à prendre soin de moi. Et en même temps, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de femmes dans le salon qui étaient très féminines, très sensibles, très douces, très à fleur de peau. Donc au début, j'étais un peu, je les regardais pas trop. Enfin, ça me choquait. J'étais un peu choquée de voir ce côté très, euh, très fragile. Et c'est, je pense, ça qui a fait que j'avais mis de côté cette fragilité, cette vulnérabilité. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à être plus douce avec moi-même, être plus dans la douceur, à m'observer et à être plus, aussi plus coquette et à me dire, waouh, finalement, je me sens bien dans ma peau. Je me sens bien comme je suis là aujourd'hui. Voilà. Par rapport à cette façon d'être dans la force et dans le yang, euh, les questions que je me pose moi aujourd'hui, c'est le couple, quand tu formes le couple, et ça on en a déjà parlé plusieurs fois toutes les trois, quand tu formes un couple, bah, tu es censé avoir le côté féminin et masculin, peu importe que tu sois homo ou pas, mais tu es censé eh ben, en fait t'harmoniser. Et en fait, ce que j'ai rencontré par rapport à cette force que je mettais en place, c'est que quand je me mettais en couple, eh ben, j'étais dans le côté yang. Et donc, ce côté yang, comment voulais-tu qu'il se marie avec un autre yang, à moins qu'il soit plus dans sa féminité, et du coup, ça s'harmonise. Mais c'est cette question où je me dis, bah, toutes ces femmes fortes que nous sommes, à un moment donné, à quel moment tu te rends compte que Enfin, moi, j'essayais de prendre la place de l'homme. J'essayais Mhm. d'être dans le contrôle, de gérer tout, de, bah, d'être dans la force, en fait, Hmm. qui n'est pas mon essence première. Non. Mais c'est une construction. C'est une construction qui vient de... Tu as remarqué que
il y avait personne en face qui pouvait prendre les choses à ta place, qui pouvait euh, te soutenir, te dorloter, tu vois, ce fantasme de un jour, on m'enlèvera et puis on me mettra dans un truc trop bien. Et du coup, ben, cette suradaptation qu'on a dû avoir depuis toujours, j'ai envie de te dire, parce que on baigne dedans, même si c'était pas en direct, bah, ça nous a fait pousser des couilles qu'on doit couper quand tu te mets en couple. Sinon, bah, tu vas sur un homme qui est blessé lui aussi dans sa masculinité, qui a aussi un féminin blessé. Et du coup, au lieu que ce soit un vrai partenariat, parce que pour moi, un couple, c'est un partenariat, on est sur deux unijambistes qui avancent en clopinant une jambe sur l'autre et en prenant, tu vois, les rôles dont on a besoin que l'autre prend, tu vois. C'est à cette époque où de toute façon personne d'autre n'aurait pu faire les choses à ma place. Il était indispensable que j'ai le profil d'homme qui me laisse prendre cette place-là, tu vois. Et forcément, c'est plus une rencontre de blessures que un vrai couple mature de gens qui ont guéri les choses et qui avancent vers des projets communs, un vrai partenariat, des choses comme ça. Donc, tout part de toute façon de cette blessure d'enfance, tu vois, OK, qu'est-ce que j'ai vécu et qu'est-ce que j'ai besoin de voir reproduit dans ma vie. Et quand on se rend compte que ce ne sont que des schémas comme ça répétitifs, Hugo. ou jusqu'à quelle expérience la vie doit me montrer que c'est répétitif, jusqu'à quand je dois expérimenter ça pour comprendre que, ah oui, ça y est, au bout de la centième fois, ça y est, j'ai compris en fait qu'il fallait que je coupe mes couilles. Et la C'est réponse, l'épuisement c'est, total. voilà, quand on a marre. C'est ça, voilà. Quand tu as bien raclé le fond et que tu dis, bon, on peut tenter autre chose maintenant parce que là, j'en peux plus. Et on arrive à ce débordement de je respire plus là-dedans. Ça a été confortable à un moment parce que c'était ma zone de connu, mais maintenant que j'ai d'autres aspirations, que je sais que j'ai d'autres pouvoirs, d'autres puissances, d'autres aspirations, d'autres trucs qui me portent, qui me poussent, bah, tout ça, là, ce vieux costume, ça devient la prison, le frein ultime à ce qu'on avance. Et jusqu'à quand il est là? Il est quand il y a quelque chose qui a plus de sens. Parce que sinon, on le sait toutes les trois, et je pense que notre audience le sait aussi, euh, on a un pouvoir de résilience qui est juste dinguissime, et que porter, porter et porter, c'est ce qu'on a fait toute notre vie. Et franchement, tu peux le mettre. Ça va aller, tu vois. Mais il faut vraiment que ça vienne d'un truc de, ok, ça va aller. Bien sûr que je sais le faire, mais je ne le veux plus. Mm. Et ça part d'une décision qui doit être non négociable. De maintenant, ça suffit. Et les gens qu'on accompagne sont arrivés à cet endroit de maintenant, ça suffit. Je sais pas comment, je sais pas, je suis paumée, je sais pas comment faire, mais je sais qu'il y a autre chose qui m'attend. Oui. J'aime bien parler de la vie qui nous teste parce que souvent, les choses qu'on ne comprend pas qui nous arrivent dans la vie et qui nous demandent d'utiliser la force parce que c'est la seule chose qu'on a pour nous qui fonctionnait jusqu'à maintenant. Et à partir du moment où ça fait 1000 fois que la vie, elle t'a testé et qu'elle dit, tiens, je te renvoie encore une autre expérience pour voir si tu utilises encore la force ou tu fais autrement cette fois.
Et c'est là où on vient emmener ces femmes qu'on accompagne, où, OK, maintenant que tu en as marre, est-ce que tu acceptes de faire autrement ou pas? Avec toutes les trouilles qui vont avec, hein. Oui. Parce que c'est Euh, je- hyper flippant de faire autrement. On ne sait pas à quoi ça ressemble, donc forcément c'est hyper flippant. Oui. c'est vrai, pour avoir été dans le contrôle, mais à dire tout le temps, tout le temps, tout le temps, de lâcher ce contrôle, mais c'est hyper compliqué. Et j'avais justement une petite anecdote. Je, je pense que dans le couple, j'ai écrasé euh, le père des enfants parce que je me disais, bah non, c'est bon, j'assume, j'assure et je te laisse pas la place et je ne te... Non, non, tu t'occupes pas des enfants, je vais gérer, je prends tout sur mes épaules. Et de dire, après, de dire, voilà, vas-y, fais-le, ou d'autoriser de se prendre du temps pour soi, mais ça demande beaucoup de résilience et allez, c'est, c'est assez, ouais, ça peut être, c'est pour ça, pour moi, l'accompagnement, enfin, le fait d'être passé par là, c'est important de se faire accompagner, de se faire, d'aller toucher, où on sent que ça grince encore, ou dans le couple, ou je sais pas, avec les enfants, peu importe, pour justement aller mettre et de la légèreté et de la clarté sur ça, parce qu'on ne se rend pas compte, enfin moi je m'en suis rendu compte, mais hyper, très très tardivement. Et, et c'est dommage de passer par là, mais j'ai eu besoin de ce passage à vide, ouais, d'avoir de vivre seule, vraiment me rendre compte que, ah ouais, j'assumais vraiment beaucoup de choses et que là maintenant, ce sera différent. J'aurais tendance à donner, à léguer plus facilement parce que voilà, on est des héros, mais sans aide, on s'épuise. Et c'est là où il est intéressant d'oser demander de l'aide. Parce que pour la femme forte que je suis, demander de l'aide, ça pourrait sembler être, bah, si je demande de l'aide, c'est que je suis vulnérable. Faible, moi je mets. Plus que vulnérable, parce que la vulnérabilité, elle a quand même une belle connotation. Mais demander de Mhm. l'aide, c'est être faible. Et dans notre Oui, système de femmes fortes, c'est impensable. Parce que qui je exact. suis, du coup, si je suis faible? Mon Dieu, je suis plus forte, alors je suis quoi? Tu vois? On est plus là-dedans, tu vois? Encore plus. Dans le truc de, ben non, en fait. De toute façon, quand bien même, tu vois, parce que moi, mon schéma, il a été plus loin. C'est quand bien même, de toute façon, j'accepterai de l'aide, ce serait tellement pas bien fait, tellement pas fait comme j'aimerais, que de toute façon je serais déçue. Donc, allez tous vous faire voir. Tu vois, il y a un truc de toute façon, même si je m'abaissais, même si je m'abaissais à demander de l'aide, ce serait tellement pas comme j'aimerais que de toute façon, ça passerait pas. Tu vois, il y a colère, frustration, amertume qui arrive. Tu vois, il y a le truc de toute façon, je serais déçue. Donc, il y a la couche, elle était bien plombée hein, chez moi. Tu vois. Ouais, c'est encore le côté très contrôlant, tu vois, ouais, mais non, c'est pas Carrément. comme je veux, perfectionniste, etc. Carrément. Ouais, ouais, ouais. Et aussi, il y a ce côté chez moi de la victimisation. C'est-à-dire que oui, mais j'ai déjà demandé de l'aide et puis on ne m'a pas aidé. Mm. Donc, j'en conclus qu'il va falloir que je me débrouille toute seule. Mm. Du coup, ne nous rabaissons Ouais, pas à redemander, puisque de toute façon, ça va finir Exactement. comme, comme ça s'est déjà produit. Ben ouais. ouais. Et c'est là où, tu vois, on s'auto-alimente, on s'auto-convainc que de toute façon, il n'y a personne. Tu vois, c'est quand bien même il y aurait, on est tellement dans un schéma où on n'a pas envie
d'être prise à défaut dans cette identité qu'on s'est construite de femme forte. Donc même s'il y a de l'aide, je ne vais pas la regarder. Je vais me donner toutes les bonnes excuses pour de toute façon pas le faire. Je veux pas les déranger. Mhm. J'ai pas, je- il y a tous les trucs derrière de je ne mérite pas, j'ai pas envie. Et puis pour moi, le un ce sera pas fait comme je veux, mais il y a plein de nuances, tu vois, à ça. Faut aller chercher en quoi nous, on répond, tu vois, au côté. Est-ce que j'ai pas envie de déranger? Est-ce que je veux plaire et je veux qu'on voit quand même que je suis forte et que je sais me démerder? Enfin, c'est quoi la Moi, je vois nuance plus le rejet. de ta force? Mhm. Vas-y, dis-nous. Moi, ouais, je disais, je vois plus le rejet dans le fait de demander, parce que j'ai été vraiment testée cette année en formation. Voilà, c'est une formation assez lourde et c'est vrai qu'au début, je me dis, oui, je vais me débrouiller toute seule, ça va aller, voilà, je vais aller essayer de le faire par moi-même. Et je me suis rendu compte que je m'épuisais, encore une fois. Et le fait d'avoir commencé tu vois, envoyer un message, est-ce que tu pourrais m'aider sur ça? J'ai des cadeaux qui sont arrivés. Et plus j'ai demandé, et en même temps, c'était pas demander pour demander, parce que bien sûr, Mhm. j'allais chercher l'information avant. Si vraiment ça bloquait, tac, je Eh. demandais. Et là, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, mais vrai de vrai. Et je dis, ça marche quand on demande de l'aide, bien sûr, hein, intelligemment. Et c'est chouette. La vie nous le rend vraiment euh, honorablement. Mm. T'as des exemples concrets? Ou un déjà? T'as un exemple concret de j'ai osé demander et j'ai obtenu plus que ce que j'avais demandé. Bah déjà, oui, la formation que je fais actuellement dans justement dans le coaching, euh, j'avais déjà parce que quand comment dire, quand tu as été entrepreneur très longtemps, on est un peu, euh, on est un peu face à soi-même, hein. On est vraiment, on se sent déjà un peu seul. Et le fait d'être revenu en formation, on va dire 20 ans après, ouais, à 47 balais, tu te dis, ouais, non, attends, j'ai 47 ans, je vais quand même pas demander de l'aide comme ça, même si c'était nouveau pour moi. Donc oui, ça a demandé beaucoup, beaucoup d'efforts et d'humilité. C'est vraiment ça. Allez, je me donne de la douceur et je vais être dans le cœur. Et de toute façon, j'ai pas le choix. Je ne peux pas faire autrement. Donc c'est vraiment, et c'est pour tout maintenant. C'est l'exemple de la formation. C'est voilà, c'est euh, prendre un temps d'appel pour vraiment voir ce qui va pas, etc. Faire une manip sur le PC parce que il y a des choses que je ne maîtrisais absolument pas et que maintenant je suis à l'aise, on va dire. Mais c'est plein de petites choses comme ça. Et la vie m'a obligée, elle m'a mis face à des difficultés. Et à force, mais je vois bien, à chaque fois que j'avais une difficulté, ça voulait dire, allez, hop, demande, vas-y, vas-y. Et à chaque fois, j'ai été récompensée. Je sais pas si c'est le mot, mais la vie, elle est, waouh, elle te fait avancer. Elle te fait avancer dans le grand. C'est intéressant parce que tu parlais et je fais ah ouais, là aussi. Tu vois le côté où ben, on est toutes les trois solopreneurs, où on a bâti notre entreprise pour que justement on ne casse pas les pieds, où on puisse faire les choses à notre manière et tout. En t'entendant, je fais ah ouais, là aussi. Et Tu vois? oui, ça se Eh rejoue. oui. Mais ouais, mais ça se rejoue de toute façon partout. C'est là où c'est aussi magique. Dès que tu as une prise de conscience sur un sujet, tu vois bien que il se répercute sur tous tes domaines de vie et tout ça. Mais ouais, je pense que j'avais pas mis de conscience sur le ah ok.
Tu vois, dans le pourquoi je pousse à certains endroits dans mon business, pourquoi de toute façon je veux pas me faire aider, pourquoi de toute façon je sais mieux que les autres, tu vois. Et je me dis, ah ouais, ça a le même goût, les gars. Ce qui m'a Sous une donné la autre confiance forme. là, Voilà, on est plus sous. ouais, ce qui m'a donné une autre conscience là aussi par rapport à ce que tu as dit, Patricia, c'est la peur que tu as en face de toi, quelle que soit la peur, d'avancer, et de me dire qu'en fait, au lieu, donc j'ai cette peur, je me représente comme un voile, par exemple, en face de moi, j'ai cette peur qui est là, peu importe laquelle elle est, et auparavant, c'est, ok, j'ai la peur qui est en face de moi, j'y allais quand même, mais c'était dans le sens, je vais tout Mm. défoncer, et je vais forcer pour dégommer la peur. Maintenant, ma façon Ouais. d'être, c'est plutôt, ok, la peur, elle est là. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a envie de me dire, cette peur? Et quand, dans le qu'est-ce qu'elle a envie de me dire, c'est pendant que je me pose les questions, ben, j'y vais quand même. Et je passe le voile de la peur tout doucement, comme ça, en me disant, ah, ok, d'accord, ouais, là, c'est pas c'est agréable, là, c'est désagréable, ok, d'accord, j'y vais, je passe la porte, et, ah, ça y est, j'ai passé la peur. C'est fait. Que avant, je fonctionnais plutôt dans la force de la peur, elle est là, j'y allais quand même, mais tout le temps en Mm. forçant. C'est comme si j'avais programmé dans mon subconscient que pour y arriver, il fallait forcément que ce soit dans la force. Et je savais Mm. que j'y arrivais toujours, et c'était pas une question de ne pas y arriver, j'y arrivais toujours, mais dans la force. Ouais. Et en même temps, quand tu parles de subconscient, j'ai envie de te dire, c'est vraiment très engrammé. On est tous sur du conte de fées. La peur, c'est le dragon, on le terrasse. On s'en fout, tu vois. Et comme nous, on est des guerrières et on a pris le truc, on dit, bah, on n'a pas besoin d'un mec, c'est nous qui allons terrasser le truc, tu vois. On va se sauver, on va se sauver nous-mêmes du donjon. Donc il y a ça, tu vois, il y a voir la peur comme un dragon versus voir la peur comme juste une indication, une boussole de qu'est-ce qu'on est en train de dire, de vivre, qu'est-ce qui est important pour nous, de remettre la peur dans son contexte de est-ce que c'est une peur paralysante et là du coup bah, j'ai des trucs à coacher ou est-ce que c'est une peur excitation qui me dit hey, ce serait pas mal d'y aller et si t'osais on ne sait pas ce qu'on va obtenir, hein, mais de toute façon, comme on l'a vu au podcast numéro un, si tu vas pas le tester, de toute façon, tu as le résultat que tu obtiens, c'est-à-dire rien. Donc allons-y, tu vois, il y a le truc de... Tu vois, c'est plus un dragon horrible qui nous empêche d'eux, c'est plus quelque chose qui nous informe de est-ce que c'est vraiment intéressant pour nous, est-ce que c'est important pour nous, est-ce qu'on a envie de croquer le truc ou pas? Tu vois? Et quand on revient sur la peur, c'est un indicateur, là, on peut réexprimer notre féminin absolu, puisqu'on est juste dans la réception de l'information, de qu'est-ce que je fais de cette information, et de toute façon, si ça compte pour moi, j'y vais. Tu vois, on n'est plus avec nos glaives, quoi. Comme des Amazones. De ouf. Qu'est-ce qu'on dit sur sur ce mot de la fin? Je pense Je qu'on pourrait en regardais, parler toute la journée. je regardais si Oui. on La avait force. tout vu, tu vois, mais... Moi, je dirais, enfin, ce qui me vient beaucoup depuis tout à l'heure, la douceur euh, avec soi-même, elle a été pour moi salvatrice. Elle m'a permis ouais, de plus être dans le combat avec moi, en dualité. Et oui, la peur, bien évidemment, elle est. Je ne veux pas dire maintenant qu'elle est partout, c'est pas ça. Mais si on peut la transmuter en amour, en douceur avec soi, on n'est plus dans le combat, la dualité et dans la force, etc. Enfin, voilà, moi, j'ai plutôt envie de mettre le mot douceur dans cette, en tout cas pour moi, dans ce mot de la fin, mettre de la douceur sur soi. Mm. Mm. Et évidemment, ça se corrobore partout autour de nous. Mm. Et j'aime bien rajouter puissante douceur. Parce qu'on a Oh l'impression oui. que c'est antinomique, puissance et douceur, alors que ça va ensemble. Mm. Mm.
Du coup, pour conclure et ramener toutes les personnes qui nous écoutent, euh, toute cette force, ce combat, il a des répercussions absolument sur toute notre vie. Il a des répercussions sur notre santé, sur nos humeurs, sur les relations, sur les mises à distance qu'on met avec les gens, sur même notre identité propre, hein, puisque se croire forte, c'est une identité. Et du coup, j'aimerais inviter là tous ceux qui nous écoutent à aller faire une petite exploration des domaines de vie dans lesquels ils sont encore en force, de voir comment apporter justement un tout petit peu de douceur dedans, un tout petit pas pour commencer. Euh, Ce serait lequel? Et du coup, bah, je vous invite à commenter ce que vous avez vous vu, vous perçu, comment ça résonne chez vous. N'hésitez pas, on va tous les lire. Et vos commentaires et vos interrogations. On est aussi là pour répondre à toutes vos questions. Et on va terminer comme ça, en se disant qu'on se rencontre bientôt pour l'épisode 3. Et que, ben, en attendant, abonnez-vous, comme ça vous aurez l'épisode qui va popper dans vos notifications. Et ouais, dites-nous aussi quel prochain sujet vous aimeriez qu'on aborde. On est évidemment à votre écoute et ça nous ferait très plaisir d'avoir des interactions avec vous. Exactement. Et je Merci voulais à juste vous. rajouter aussi, si vous, par rapport à ces vidéos qu'on vous propose et ces podcasts, si vous les aimez, surtout, je vous invite aussi à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et à transférer à un ami, à une amie, si vous pensez que c'est quelque chose qui peut l'aider, qui peut la faire réfléchir ou ressentir ou voir les choses autrement. C'est très intéressant et comme ça nous permet aussi de vous servir euh, comme il se doit, comme on doit vous servir et comme nous sommes. Comme on en a envie, parce qu'on aime ça. Du coup, des bisous les filles et à la toute prochaine. Ciao, À la ciao. Merci, des prochaine. bisous. Merci les filles. Merci.